nous, ça nous parlait visuellement. Il est tiré d'un rapport de recherche que j'ai dirigé avec Élodie Razi, anthropologue de l'enfance, sur le thème du genre en contexte interculturel. Donc on voulait voir comment les questions de genre en contexte interculturel faisaient sens aux professionnels dans le AJE, dans l'éducation et l'accueil des jeunes enfants. Et vous voyez qu'on a mis les enfants, l'enfant au centre, mais pour nous, tout ça est relié et on questionne aussi les parents. Alors, parents, souvent, dans le monde de la petite enfance, quand on parle de parents, quand vous creusez dans les recherches, c'est souvent les mères. Donc, n'oublions pas les pères, mais aussi tous ceux qui exercent les fonctions parentales, puisqu'on est quand même dans des compositions beaucoup plus variées aussi actuellement, les professionnels et encore plus largement l'ensemble des acteurs qui gravitent dans les services, les responsables politico-administratifs jusqu'à la gouvernance. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Il y a un écho, c'est moi ça? Je ne sais pas. C'est ça. Ah ouais, les choux de vous. Ah, ouais, c'est une participation multilingue. Mais celui-là, je ne suis pas sûre qu'il marche non plus, en fait. Attendez, je dois faire quelque chose, dites-moi. C'est moi ou c'est... Bon, je sais pas. Je ne sais pas ce que je dois faire. Tu peux essayer. Ça met du piment. Ça participe, ouais. Wow. Parce que là, on ne peut pas enlever micro-cravate, mais... C'est bon, ouais. Et donc, cette vision, ce qu'on a adopté dans notre recherche, donc en partant du principe qu'on allait regarder cette interrelation, c'est aussi se situer dans une perspective systémique qu'on met en lien avec un concept qui est important dans le domaine d'éducation des jeunes enfants, mais que je fais le pari qui est transférable dans bien d'autres domaines, c'est de se dire que cette notion de système compétent implique différents niveaux de responsabilité. La participation, ce n'est pas seulement celle d'un individu, mais elle se situe avec la responsabilité non seulement des individus, mais aussi des institutions dans lesquelles ces individus travaillent ou vivent, l'aspect interinstitutionnel jusqu'à l'aspect gouvernance. Donc, on parle quelque part d'un système participatif. Alors, je ne chercherai pas, même si on démarre un cycle sur les questions de participation, à vous proposer une définition de la participation. Je pense que c'est pas simple d'arriver à ça, mais en tout cas, de pouvoir distinguer la participation d'une simple présence et de la relier à toute une série de notions. C'est peut-être une amorce et c'est peut-être quelque chose qui va pouvoir s'enrichir au fil des séminaires. Dans l'accueil et l'éducation des jeunes enfants, je pense qu'on peut relier la participation d'abord à l'engagement. Si ce n'est pas une simple présence, c'est l'engagement de ces acteurs, tant sur le plan opérationnel, affectif, cognitif, dans toutes ces dimensions. Deuxième association que je ferai, c'est avec interaction et collaboration, mettant l'accent sur toutes ces possibilités de négociation, ces marges de manœuvre qui font que les personnes vont du coup s'engager dans quelque chose qui correspond aussi à leurs valeurs et où ils peuvent espérer, par cette expérience, de développer toute une série d'apprentissages. Et là, je rendrai hommage aussi aux travaux de Gilles Bourgère, qui pointait la relation étroite entre participation et apprentissage. Participer, c'est apprendre. Apprendre, quelque part, c'est aussi participer. Troisième mise en relation que je ferai, c'est avec la notion de sens et de pertinence. Pour pouvoir s'engager, il faut y voir du sens, il faut y voir de la pertinence, ce qui ne va pas nécessairement de soi pour tout professionnel dans les recherches qui sont proposées, j'y reviendrai. La question de l'autonomie et de la responsabilité, en se pointant que l'importance d'avoir un pouvoir d'action et de pouvoir quelque part influer sur le déroulement de l'activité, y compris de recherche. Et cette dimension réflexive, reconnaissant à l'ensemble des participants cette capacité de réflexion qui permet de mieux comprendre ce qui est à l'étude ou ce qui est mis en œuvre et qui représente vraiment une plus-value. Et donc, pour moi, la notion de participation, quand on la questionne pour les professionnels dans la recherche, ça pose la question du lien entre la recherche et la pratique. J'ai eu l'occasion de contribuer à une boucle de recherche et rédiger un chapitre sur cette question où j'étais repartie des travaux d'un formateur d'adultes qui n'est pas du tout spécialisé
dans la petite enfance, Jean-Marie Barbier, mais qui est très inspirant aussi, et qui proposait une réflexion sur ces liens que j'ai recontextualisés par rapport à la petite enfance. Souvent, on voit l'éducation de la petite enfance avant tout comme un champ de pratique. Un champ de pratique qui engage toute une série de valeurs, qui est sur toute une série d'objets et de termes qu'on peut dire très polysémiques, hein, l'importance du développement de l'enfant, du bien-être, la recherche d'une coéducation, cette question très questionnante, cette notion très questionnante du soutien à la parentalité, souvent avec des termes, le terme qualité, on m'a associé à ces enjeux-là, ce sont des termes polysémiques qui engagent dans l'action. On croit tous s'engager pour la même chose, mais finalement, qu'est-ce qu'on met derrière? Des significations très différentes. Mais là, pour l'action, c'est peut-être plus un atout qu'un problème de ne pas y mettre, de pouvoir y mettre beaucoup de choses, parce qu'on peut s'engager ensemble pour quelque chose qu'on pense partager. Alors que dans le monde de la recherche, on va plutôt essayer de clôturer l'objet pour bien le comprendre. Donc on pourrait voir quelque part une antinomie entre les enjeux de la recherche, les enjeux de la pratique et les relations entre eux. Pourtant, si on veut être dans des démarches participatives avec des professionnels, il y a des possibilités, parce qu'il y a différentes formes de recherche possibles et différents liens possibles entre la recherche et la pratique. Et je vous propose 3 questions qui me semblent importantes par rapport à ces enjeux-là. Comment l'objet de recherche est-il défini? Est-ce qu'il est défini? Il peut être défini en extériorité, notamment par rapport à une revue de littérature faite au départ, au préalable, par le chercheur, mais il peut aussi ne pas être entièrement prédéterminé pour laisser place aux préoccupations des professionnels. C'est d'ailleurs dans les travaux de l'équipe de Laurent Filetas des choix qui avaient été faits, si je pense aux travaux sur la catégorisation de Marianne ou les relations avec les familles de Stéphanie Garcia. Comment l'objet est formulé, de nouveau, est-ce qu'il va être quelque part défini de manière avec des contours très stricts ou au contraire laisser place aux possibilités de signification des acteurs, prendre en compte quelque part une possibilité de reproblématisation. C'est aussi quelque chose qui est important et qui est possible, qui va faire en sorte qu'on ne sera peut-être pas dans une recherche d'invariants avec des hypothèses, des corrélations qui vont être en lien avec des hypothèses prédéterminées, mais où on va porter quelque part davantage attention à certaines régularités quand même et certaines singularités. J'aimais beaucoup l'expression que Jean-Marie Barbier utilisait, l'organisation singulière de forme régulière. Il avait parfois un jargon, j'ai suivi beaucoup de ses cours, qui n'était pas très compréhensible, mais qui sont très intéressantes à questionner, parce que ça montre qu'en questionnant des choses très précises, on peut dépasser aussi la précision, dépasser la singularité et trouver quand même certaines formes de régularité ou de connaissances qui dépassent le cas précis. Les objets, comment ils sont situés, et dans le AJE, dans l'accueil et l'éducation des jeunes enfants, je pense que l'aspect contextuel est fort important. Il y a différents types de services, le privé, le public, les tranches d'âge, c'est quelque chose de très compliqué aussi, avec toutes ces catégorisations, les différents environnements comme dans tout contexte, milieu rural, milieu socio-économique, géographique qui jouent, tout ça est à prendre en compte également. Alors, je l'ai dit, je prends l'angle des professionnels. Mais même les professionnels, la question de qui sont ces professionnels, c'est un objet de recherche en soi. Il y a pas mal de travaux, et alors je suis très contente d'en parler aujourd'hui, parce que le 11 novembre, c'est-à-dire il y a 2 jours, a été publié les travaux de CIPRO, de l'enquête CIPRO. Ce sont des collègues allemandes qui, tous les 5 ans, font des enquêtes internationales sur ces professionnels dans le AJO, ce qu'ils représentent. Et on voit combien c'est complexe à étudier, combien ils recouvrent des réalités très différentes, particulièrement dans des pays comme la Suisse, la Belgique, la France. Sylvie Rénin a participé à l'enquête CIPRO aussi, où on est dans des cloisonnements institutionnels avec des diversités de professionnels. Et je pense que quand on pense à la participation des professionnels, il faut aussi s'interroger de quels professionnels on parle et à qui on donne la voix. Il y a des profils très divers, des qualifications très diverses, des statuts très divers, et on risque très vite de donner la parole à certains plutôt qu'à d'autres. Et je pense particulièrement à ces assistants invisibles, comme on les nommait dans une recherche européenne CORE qui était fort importante, qui sont ces professionnels moins qualifiés,
qui œuvrent souvent auprès de personnes plus qualifiées et qui ont certainement des choses intéressantes à dire quand on trouve les méthodologies pour leur donner la parole, mais qui risquent d'être mis de côté. De même que ça recouvre aussi des fonctions très différentes. Quand on n'est pas du domaine, on pense peut-être aux personnes qui s'occupent des enfants, dans les structures d'accueil de la petite enfance, à l'école maternelle, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a toute une série d'autres acteurs au niveau logistique déjà, mais aussi les fonctions d'encadrement, les fonctions de direction qui jouent un rôle essentiel, qui font l'objet de ces études-là, et également les fonctions nouvelles émergentes, même si elles ne sont pas si nouvelles que ça dans certains pays, comme celle des coordinateurs, figure clé par exemple en Italie, qui jouent un rôle essentiel à l'échelle du territoire, qui sont aussi des acteurs à prendre en compte. Et alors ici, je voudrais aussi donner le clin d'œil à la question du genre, parce que très souvent, c'est beaucoup de femmes, et quand on parle de professionnels, la dimension genre est à questionner, en particulier la place des hommes. Là aussi, il y a pas mal de travaux de Tim Rohrmann, notamment, et de David Brody sur la question. Donc, rien que le terme professionnel, on pourrait faire une conférence rien que sur cette notion-là. Alors, quand on pense participation des professionnels à la conception, c'est quelque chose qui se pose dès la conception du projet de recherche et son démarrage est tout du long. Je vais reprendre quelques éléments clés qui me semblent importants au vu des recherches que j'ai pu mener avec d'autres collègues. Déjà, l'objet, je l'ai dit, il n'est pas nécessairement entièrement prédéterminé. Alors, si on prend les relations avec les familles, sujet de Stéphanie Garcia, là, je pense qu'elle n'a pas dû avoir beaucoup de problèmes pour trouver des gens sur le terrain à qui ça faisait sens. C'est un objet qui fait sens et qui répond souvent à un problème. Mais il y a des sujets qui parlent moins. Et je pense aussi qu'en tant que chercheur, c'est important aussi d'ouvrir les professionnels à des sujets qui leur semblent peut-être moins porteurs d'entrée de jeu. Ça a été particulièrement le cas de la dernière recherche dont j'ai parlé tout à l'heure, le genre en contexte interculturel. Quand on est venu avec ces questions-là, comme dirait un collègue, c'est la cerise sur le gâteau. On a tellement d'autres sujets à traiter qui nous parlent plus, ce n'était pas quelque chose qui faisait nécessairement sens et ce n'était pas la priorité. Et donc, du coup, là, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on essaye de sensibiliser des professionnels à des thématiques importantes à traiter aujourd'hui, qui fait partie de leur univers, mais qui ne leur fait pas nécessairement sens d'entrée de jeu? C'est d'autant plus important quand on s'engage dans quelque chose dans la durée, parce que les recherches, elles ne durent pas 3 mois. C'est une affaire, ici, c'était 2 ans. Et donc, comment on va les engager là-dedans? Le moment du consentement éclairé, je trouve que c'est vraiment quelque chose aussi important. Selon les pays, les démarches pour avoir les consentements, les démarches déontologiques peuvent être différentes, mais c'est important de dépasser l'aspect juste procédure pour obtenir les accords, mais être aussi dans une réflexion éthique et se poser la question de comment, de nouveau, sensibiliser, bien sûr pour que les personnes puissent s'engager en connaissance de cause, mais sans non plus leur imposer ou les induire dans une manière de définir la problématique, surtout si on est intéressé au sens et aux significations qu'elles peuvent donner et aider à reformaliser et à problématiser le travail. C'est aussi l'idée, du coup, de ne pas être dans quelque chose de trop prédéfini. Bien sûr, surtout si on est dans des recherches, par exemple, commanditées, on doit bien sûr définir un cadre théorique à la base. Mais comment en définir les contours suffisamment précis, mais pas trop fermés, et surtout faire place, communiquer aux professionnels, parce qu'ils y ont droit, à avoir des référents et des repères et des bases sur lesquels construire, mais ne pas non plus être dans une démarche pédagogique et être dans un cadre suffisamment ouvert pour qu'on puisse co-construire ensemble et revoir les lignes. C'est une précaution à avoir au début et à avoir tout du long. Et dans les démarches éthiques à avoir, je ferai aussi lien avec les travaux de Pascal Garnier et de Sylvie Reyna, qui ont aussi participé au même handbook de recherche, de se dire que tout du long, on doit avoir cette réflexion sur les dilemmes éthiques qu'on peut avoir, donc avoir cette attention dans ce dialogue avec ces professionnels tout du long, particulièrement précautionneux aux dilemmes qui peuvent être rencontrés, mais aussi à cette démarche réflexive avec les professionnels de terrain. Alors, dans le cas qui me sert un peu de fil rouge de cette recherche sur
le genre en contexte interculturel, il nous est apparu combien la question de la porte d'entrée est importante et de partir des situations, c'est souvent quelque chose qui peut être porteur. Alors, mais il peut y avoir une difficulté, et elle rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour les professionnels, souvent, ce qui les intéresse, c'est ce qui leur pose problème. Et elles espèrent que par la recherche, il va y avoir une réponse à leurs problèmes. Le chercheur va peut-être essayer plutôt d'essayer de comprendre des choses et pas nécessairement partir des problèmes. Ça nous a, dans notre recherche, non seulement on avait cette difficulté que quand on leur posait la question du genre en contexte interculturel, ça ne faisait pas nécessairement sens, mais surtout, on leur disait ne cherchez pas nécessairement des problèmes. Au bout du compte, 2 ans après, on vient de la terminer, on a pu identifier 21 situations qu'on a travaillées avec eux. Sur les 21, il y en a une qui ne posait pas problème. Il y en a une, le stage des données, où l'équipe était vraiment fière de cette situation et de la manière dont elle avait mené et qu'on a réanalysé tous ensemble. Pour toutes les autres, alors qu'on leur demandait pas ça, c'était chaque fois des situations qui posaient problème. Même si ça ne leur faisait pas sens, quand on a multiplié les démarches méthodologiques, on a pu voir qu'il y avait finalement, pour ce sujet-là, une multiplicité de situations qui pouvaient être posées sur la table. Et on a fait des démarches où on a fait des ateliers avec des parents, on a fait des démarches anthropologiques, des terrains anthropologiques où des anthropologues de l'enfance allaient sur le terrain en observation participante, et on a fait des groupes d'analyse des pratiques. Je vais parler plus du groupe d'analyse des pratiques parce que c'est une démarche où la question de participation s'est posée vraiment tout du long de manière continue. On leur a demandé de rapporter des situations. Alors, avec nos démarches, on a dû faire une démarche en ligne. Au début, on avait 3 lignes qui ne voulaient pas dire grand-chose. On allait à la rencontre des équipes pour leur demander de nous raconter cette situation. C'était déjà très étonnant de voir entre ce qu'elles nous rapportaient au début et puis ce qu'elles pouvaient raconter dans le détail quand on leur laissait la parole, et dans des démarches qui n'étaient pas qu'individuelles mais collectives, combien il y avait énormément d'éléments qui pouvaient venir sur la table et qui étaient restés silencieux. S'il n'y avait pas eu la recherche, c'était des choses qui n'étaient pas questionnées. Et grâce à la recherche, parce qu'on leur donnait la parole, elles nous donnaient à voir des situations d'une complexité et vraiment très, très intéressantes, potentiellement intéressantes à analyser. Ensuite, on a mis en place des groupes inter-équipes, où chaque équipe présentait sa situation aux autres et où on rentrait dans une analyse co-construite, chercheurs, praticiens, et dans la recherche, on avait aussi bien des personnes anthropologues, santé publique, que sciences d'éducation. Mais on visait dans les démarches et la co-analyse à ne pas prendre une position de surplomb, et ça c'est vraiment une vigilance à avoir, parce que même si on le dit, très souvent, on valorise davantage le discours du chercheur, alors que les praticiens, quand on leur donne un cadre, ont vraiment des choses intéressantes à dire. Démarche d'analyse qui a été poursuivie et, à partir de là, reformalisée, poursuivie à partir des points de débat vers des hypothèses explicatives qu'on n'avait pas du tout au début, ont pu être creusées, retour à la littérature, réengagement, avec aussi cette question de restitution qui est importante. Si on est dans des démarches participatives, c'est important qu'à tous les niveaux, à tous les moments, la propriété reste bien la propriété collective et que les professionnels n'aient pas le sentiment d'être dépossédés du travail qui est mené. Et tout du long, tout ce travail a abouti finalement sur un outil, parce qu'on a eu un défi assez challengeant. On devait, au bout du compte, non seulement produire des résultats de recherche, mais un outil. Et ce qu'on a plaidé, c'est pour faire un outil où les résultats de recherche étaient quelque part transformés dans un outil à disposition. J'ai 5 minutes, voilà. Ouais. Et tout du long, on a été dans cette co-construction qui a abouti à quelque chose où les professionnels restaient bien propriétaire du sujet, et je voudrais juste vous donner ce témoignage qui me semble vraiment important. C'était une professionnelle qui responsable d'une des structures qui avait participé, qui dit « Quand j'ai partagé cette situation, donc cette situation rapportée, je savais qu'elle était riche, et vous lui avez rendu toute sa profondeur. J'ai donc lu rapidement, j'ai fait des petits points à corriger, bien que ce soit du détail, et que finalement, cette situation ne nous appartienne plus vraiment. »
Et quand elle a dit cette situation ne nous appartient plus vraiment, c'est pas qu'elle se sentait dépossédée, c'est plutôt qu'elle pointait. Je vous ai confié, on a travaillé ensemble, et maintenant cette situation va être une situation travaillée pour d'autres. Il y a une confiance, il y a un relais qui est relancé. Alors la participation du professionnel, elle se pose aussi en termes de communication, de recommandations. Et c'est important que si on participe tout au long dans la co-construction, qu'on soit aussi dans quelque chose où ce ne sont pas les professionnels qui reprennent le pli dans la communication, mais que soient créés des cadres où professionnels et chercheurs communiquent ensemble. Et c'est quelque chose qui peut se faire tout au long du processus et qui permet quelque part un enrichissement encore des analyses. Et la question des recommandations se pose encore avec plus d'acuité, dans le sens où elle risque d'être l'affaire des chercheurs qui ramènent des injonctions supplémentaires, alors que l'enjeu est justement, au contraire, d'associer les professionnels. Et là, dans cette recherche, on a pu aussi mettre au point, par différents systèmes et des plateformes, une association des chercheurs et des professionnels au processus. Voilà. Alors, pour conclure, dire que les bénéfices de la recherche et de la participation des professionnels, elle est multiple. Une meilleure reconnaissance de la complexité de l'activité professionnelle, la contribution à une professionnalisation du domaine, la remise en question des représentations et le développement d'une posture. Faire la conclusion, mais on sentait que là tu... Ouais, donc voilà, donc juste vous dire que la participation professionnelle pour moi, et la dernière dia... Voilà, donc les 4 puces, c'est vraiment de souligner l'importance que la participation, quelque part, est une manière aussi de contribuer au développement professionnel. Voilà, je vais rester là. Et désolée. Bonjour à vous tous et toutes. Je vais rentrer dans les pas de Florence parce qu'on a beaucoup de choses en commun. Alors, je parlerai de la participation des parents, mais en fait, les principes de base sont les mêmes. Alors, mon plan, c'est d'abord d'évoquer le concept de participation, la valeur, le principe et le système, parce qu'on a parlé du même système à la suite du Core Project. Ensuite, j'évoquerai donc plus précisément la participation parentale à travers leur participation à la recherche, comme Florence l'a fait pour les professionnels, mais aussi directement dans les lieux d'accueil et d'éducation à partir non pas de recherche, mais de documentation guidée. Et puis, conformément à la commande qui m'a été faite, j'évoquerai les obstacles et les défis. Alors, la participation comme concept et pratique, parce qu'il y a le concept et la pratique de participation. Notre référence dans notre laboratoire avec Gilles Brougère, c'est Barbara Rogoff, donc la conception psychologique du développement fondée sur on ne se développe pas si on ne participe pas. Et effectivement, comme Florence l'a dit, apprendre c'est participer, participer c'est apprendre. Voilà. À partir de là, donc, on apprend. En apprenant, on développe des répertoires de pratique, qu'on soit enfant, qu'on soit professionnel, qu'on soit parent. Et donc, ces répertoires de pratique vont s'enrichir au fur et à mesure que la participation pleine se développe, mais même la participation périphérique par l'observation plus extérieure au départ. Et puis, c'est à travers la participation que se développent des communautés de pratique, parents professionnels, adultes, enfants, que sais-je. Donc ça, c'est tous les travaux de Jean Lev, de Jen Wenger, que je n'ai pas développés, bien sûr, ici, mais que vous avez les ouvrages qui sont répertoriés là. La participation, c'est aussi une valeur. Il y a une éthique. Je me réfère surtout aux travaux de Derrida ou de Lévinas et autres, la valeur de participation liée au concept d'hospitalité, accueillir l'autre tel qu'il est, sans aucune exigence. Voilà. Et donc, ça nous ramène aux travaux de Peter Moss et d'autres. Peter Moss qui a
dirigé le réseau des modes de garde à la Commission européenne entre 86 et 96. Et de là est né, notamment avec Gunilla Dahlberg et Alan Pence, le fameux Beyond Quality, traduit en français en 2011, où vraiment c'est ce concept, cette pratique et cette valeur qui sont au centre de cette approche démocratique de l'accueil de la petite enfance, qui fonde la Déclaration d'enfants d'Europe, que vous connaissez, j'imagine, issue de ce travaux de Peter Moss et des modes de garde au niveau de l'Europe, et Enfants d'Europe, qui était la revue, le réseau de revues professionnelles, voilà, et un numéro entier du reste à porter sur ce sujet-là. Et donc la participation comme système, donc exactement pour m'inscrire dans ce que évoquait Florence, avec notamment la recherche, le Core Project de la Commission européenne, avec la version publiée en anglais, Pathway pour le professionnalisme. Voilà. Je ne vais pas au-delà de cela, puisque vous pouvez retrouver toutes ces références très facilement et qu'il y a peu de temps. Donc, la participation des parents à la recherche, c'est le principe d'une participation démocratique, avec, comme disent les Italiens, à Reggio Emilia ou Pistoia, tous protagonistes, parents, professionnels, enfants et tout le monde, avec une vision partagée, avec une éthique et avec toute la dimension politique qui est derrière, bien évidemment. Tout ça n'est pas neutre. J'évoquerai une première recherche qu'on a menée avec 5 pays, pilotée par Joseph Tobin, où nous avons observé donc l'accueil des enfants migrants à l'école maternelle française et dans les équivalents dans d'autres pays, États-Unis, Angleterre, Italie, Allemagne et quel autre, qu'importe. Et donc, à partir de là, nous avons développer une méthodologie polyphonique, telle manière qu'à travers les voix des parents, des professionnels et pour la France, des enfants, il s'est agi de croiser donc, ces différents points de vue. Ce qui me paraissait intéressant de pointer sur cette recherche-là, c'est l'importance des conditions pour obtenir la participation. Parce que pour qu'il y ait participation, là j'étais très vite dans ma première slide, comme l'a dit Florence, participer, il faut 2 choses, 2 ingrédients majeurs. Sans quoi il n'y a pas de participation, c'est l'engagement du sujet. Et pour que le sujet soit engagé, il faut des conditions qui le permettent. Donc l'affordance. Donc 2 concepts, l'affordance et l'engagement. Et l'affordance, là, quand on fait de la recherche, c'est quoi ? C'est beaucoup de choses. Bon, la question du consentement, éclairé, parce qu'on va faire une recherche, donc il s'agit qu'ils soient bien au courant de ce qu'on va chercher et tout ça, et non pas de tricher là-dessus. Et donc, il y a la question d'éthique derrière. Et aussi les modalités, les outils. Et Joseph Tobin, dans ses travaux antérieurs, anthropologiques, de 85 et même avant, comparant le préscolaire américain, chinois et japonais, a mis en place une méthodologie visuelle telle qu'on montre aux enfants, aux parents, aux professionnels des montages vidéo issus de journées entières où on filme la journée en continu d'un enfant dans la structure, plusieurs, et on recueille les voix à partir de ce stimulus. Et effectivement, le stimulus visuel est quelque chose d'extrêmement fondamental pour discuter en particulier avec les parents et en particulier avec les parents migrants, parce qu'évidemment, les images, elles touchent, elles émeuvent, c'est leurs enfants. On ne peut pas rester insensible et ne pas participer, c'est presque automatique. Et surtout, derrière les mots, si on se réunit simplement, derrière les mots, il y a une polysémie. Donc, si on veut être compris et entendu, rien de tel qu'une image qui va permettre comment dirais-je, le discours et les interprétations et les croisements des uns et des autres. Alors, très schématiquement, je vois que leur fil, pour aller dans cette recherche-là, ce qui était tout à fait intéressant de voir, c'est que les parents, grâce à la vidéo, ont pu voir des choses qu'en France,
ils ne voient pas parce qu'ils ne rentrent pas à l'école, donc du coup ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe, et ils voudraient être une petite mouche pour savoir qu'est-ce qui s'y passe, et donc ça a été le choc de voir tout ce qu'ils font les enfants, mais c'est extraordinaire. Donc premier niveau, c'est tout ce qu'ils font, et de voir un autre enfant qu'un enfant à la maison, mais de voir aussi les ressemblances, et puis aussi les comparaisons entre enfants, et puis aussi plein de choses sur la socialisation entre enfants, et plein de choses aussi sur l'acquisition des règles, bon, bref, toute la socialisation, etc., etc. Ce qui est intéressant de ce qu'on a observé, je suis très schématique, hein, mais bon, c'est que les parents d'enfants migrants vont être à fond la caisse, très en accord avec les professionnels. Apprentissage, 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 avec les enseignants. Les parents, les autres, bon, peuvent être parfois... bon, c'est peut-être quelques tensions, en disant, ils poussent un peu le bouchon, peut-être ils sont tout petits encore. Par contre, au niveau du care, du soin, ça veut dire au moment des toilettes, au moment du repas, au moment de la cour de récréation, alors là, les parents migrants, et en particulier les mamans, vont être extrêmement critiques. Ah, les maîtresses, hein, je comprends pourquoi il arrive avec les vêtements tout usés, etc., etc. Ils ne prennent pas assez attention, etc., etc. Donc là, plus du tout d'accord au niveau du care. Voilà. Même disant, les maîtresses, pour des mamans qui ont eu des enfants, 10 enfants, les maîtresses, c'est pas comme autrefois, avant elles faisaient des bisous, etc., etc. Je parle du contexte français. Hein. Et puis, un domaine où il y a de la tension, c'est la question de la langue pour les parents migrants. C'est-à-dire, d'un côté, ils sont bien contents que leurs enfants apprennent, grâce à tout ce qu'ils font, toutes les occasions qui leur sont données d'apprendre la langue du pays, mais en même temps, entre guillemets, la honte de ne pas parler dans les lieux la langue de la maison, et les difficultés qui rapportent, c'est très chargé émotionnellement d'être dans aucune des deux cultures, etc., etc. Je vais être extrêmement vite, mais là c'est important de voir que les parents ont des paroles extrêmement importantes, et c'est tellement important que les enseignants puissent les entendre, et les chercheurs aussi, pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. De même, une autre étude, alors faite avec des enfants sur la même méthodologie, mais avec des enfants plus jeunes, de 2 ans. Certains en France sont à la crèche encore, d'autres sont les grands, ou bien ils peuvent être dans petites sections de maternelle ou dans des structures intermédiaires. Et là, on a fait non pas des focus group, enfin des interviews collectives, on a fait des interviews individuelles. Et là aussi, même si les parents des enfants qui vont à la crèche, ils sont un peu plus présents, en savent un peu plus. En tout cas, pour tous, c'est quand même une révélation, hein, le support visuel, pour voir qu'est-ce qui se passe vraiment, parce que sinon, ils ne savent pas. Et donc, il y a tout un imaginaire. Voilà. Donc, ça veut dire que là aussi, en allant très vite, cette participation des parents à la recherche, bien sûr, pour nous chercheurs, est une mine d'informations, mais c'est aussi une mine d'informations pour les professionnels, et c'est une mine d'informations pour eux, et ça leur donne aussi un espace potentiel qui développe leur agency, parce que sinon, étant mis toujours à l'écart, ils ne sont pas au courant, et donc du coup, ils sont méfiants, parce que quand on ne connaît pas, on projette des choses très négatives, et donc d'où les problèmes des fameux malentendus, que vous connaissez bien avec Philippe Pernoud, mais aussi toutes les discours négatifs qu'on peut avoir sur les parents, et réciproquement, puisque par méconnaissance, voilà. Donc là, tout ça est publié très, 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 très en détail. Je surveille l'heure. Et actuellement, je suis sur une recherche en cours qui confirme tout ça. Je suis sur le terrain, dans une banlieue parisienne très très pauvre, où on fait la même méthodologie en comparant la maternelle française et la maternelle du Québec. Et on retrouve les mêmes résultats de manière... Enfin, c'est... Voilà. Alors, au niveau de la participation des parents maintenant en direct dans les lieux d'accueil, alors chez nous, en France, c'est assez peu documenté, hein, on fait des choses parfois, mais ce n'est pas documenté, comme ça peut être dans certaines communes italiennes. Mais néanmoins, voilà, je m'appuie sur de la documentation qu'elles ont produite à ma demande, donc c'est pour ça que je dis qu'elle est guidée, puisque ça a été l'occasion de les réunir, de les écouter et de le publier, de les faire parler en colloque, etc., même si ce n'est pas des recherches académiques. Hein. Mais je prends leurs propos au même niveau, hein.
tous protagonistes, il faut même que je sois cohérente avec moi-même, donc leur niveau d'analyse au même titre que les autres. Et là, ce qui est intéressant, dans ces travaux sur les passerelles, de quoi s'agit-il? Ce sont des actions de liaison entre des crèches et des écoles maternelles. Excusez-moi, je ne connais pas tous les termes qu'il y a chez vous, mais vous comprenez bien, j'imagine. Chez nous, c'est deux ministères différents et bien divisés, hein, on n'est pas du tout dans un système intégré, ce qui fait que l'entrée à l'école maternelle, même pour les enfants qui sont en crèche, c'est extrêmement violent, hein, parce que ce n'est pas les mêmes codes, c'est très violent. Alors, encore plus pour ceux qui viennent directement de la maison, là c'est le choc absolu. Donc là, depuis longtemps, il y a des initiatives depuis les années 70, hein, des initiatives individuelles de personnes qui pensent de manière intelligente à faire passerelle, surtout quand elles sont d'une école et d'une crèche en face, pour que justement, non seulement les enfants passent en douceur à l'école, mais aussi les parents puissent justement faire connaissance, apprivoiser l'école, hein, et ainsi, à titre individuel, mais aussi indirectement pour l'enfant, permettre ce passage-là. Donc ça existe depuis longtemps, mais ce n'est pas du tout valorisé. Il y a eu en années 90 en France un protocole d'accord entre les deux ministères pour faire des choses, mais très peu de choses. Mais ça revient maintenant au niveau de certaines communes, dans des projets éducatifs territoriaux au niveau communal, l'idée d'une continuité éducative 0-6 ans. Donc à Paris, j'en ai profité pour rassembler 2 arrondissements qui ont fait des tas de choses et qui ont publié dans différents chapitres ce qu'ils ont fait dans leur passerelle. Et ce qui est intéressant de voir, c'est par exemple cette crèche Tolbiac qui va tous les lundis depuis le 1er septembre jusqu'à la fin de l'année avec ses grands de 2 ans dans l'école maternelle voisine pour faire du jardinage, parce que la directrice est férue de jardinage, apporte les épluchures de carottes pour le lombricomposteur, font le jardinage, et chaque fois, bien sûr, accompagnés des familles, hein, parce que 6 enfants, 2 parents chaque fois, ils s'inscrivent depuis le début jusqu'à la fin de l'année, et là, les parents, ils viennent, qu'on ne dise pas, ils viennent pas. Ils trouvent le temps, au contraire, ils se battent, parce qu'après, ils savent très bien qu'ils ne pourront pas rentrer dans l'école, donc là, c'est l'occasion ou jamais, et c'est ainsi que les parents, ils voient la cour de récréation, ils voient les autres enseignants, ils rencontrent à la cantine d'autres personnels, enfin, tout le monde se connaît, et voilà. Donc, tout ça amène l'idée que, effectivement, à force d'avoir été beaucoup de fois dans l'école, mais sans faire école, eh bien, les parents, les enfants, c'est tout chousse à la rentrée. Les petits accueillent les nouveaux, puisqu'ils ne pleurent plus, ils connaissent déjà, ils connaissent tout le monde. Voilà. Ce qui est important de dire aussi, c'est que bien souvent, dans ces passerelles, ce sont les personnels du périscolaire, des centres de loisirs chez nous, parce que les enseignants, pas toujours, ils ne veulent, mais ça commence par le périscolaire. Donc, on fait passerelle sur les temps périscolaires le mercredi après-midi ou après l'école. C'est dans les 2 de l'école, donc les parents et les enfants rencontrent aussi tout le monde et puis finissent par croiser les enseignants. Et du coup, c'est tout chousse aussi pour la rentrée parce que la majorité des enfants fréquentent le périscolaire. Les animateurs des centres de loisirs nous disent qu'il leur faut 3 mois avant de repérer le nom des enfants. Là, ils les connaissent bien à l'avance. Même le gardien, il connaît tout le monde. Donc voilà, c'est une école qui devient hospitalière simplement par cette fréquentation-là. Et réciproquement, les professionnels des crèches sont très contentes parce qu'en retour, elles vont élargir leur répertoire de pratique, par exemple. En l'occurrence, celle-là, elles ont trouvé un jour des escargots. Il se trouve qu'une enseignante faisait de l'élevage d'escargots. Du coup, elles ont appris des choses en sciences de la vie, etc., etc. Donc, on a des élevages d'escargots depuis la crèche jusqu'à l'école maternelle sur un truc commun. Et bon, voilà une communauté de pratique. Hein, on fait la théorie maintenant avec ça. Et on voit aussi que dans la crèche, les parents participent à des effets positif, puisque les parents participent encore plus à la crèche. Par exemple, un papa était prof de sciences naturelles, donc est venu expliquer comment on nourrissait les escargots, et une autre maman est venue en tant qu'artiste plasticienne, parce qu'on fait de la peinture avec les escargots, avec la peinture alimentaire, parce qu'il y a des tableaux qui se vendent des millions d'un artiste qui a fait ça quelque part, etc., 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 etc. Je vous la fais courte, mais c'est quelque chose d'assez étonnant qui peut se passer à travers ces actions passerelles de transition avec les familles. Un autre exemple, donc tout ça c'est raconté en long, en large, en travers dans ce livre-là. Et autre chose qui me paraît aussi comme situation affordante pour permettre la participation des parents qui fasse sens aussi, pas une participation imposée, ça fait sens d'aller à l'école parce que c'est l'occasion ou jamais d'y aller, voilà, ça fait sens pour eux, ils demandent que ça les parents, tandis que, et là c'est la présence de tiers que sont les artistes.
puisque là, ça met à égalité tout le monde, puisque les parents comme les professionnels, il n'y a pas d'expertise, tout le monde est expert, et ça va jouer sur les émotions, et les artistes sont un peu taquins, donc on peut sortir des chemins battus, d'oser des choses qu'on n'oserait pas dans la vraie vie, etc., qui rapprochent et qui font que, effectivement, voilà. Là, ça se passe non pas à Paris, mais en Seine-Saint-Denis, où on m'avait demandé d'aider à l'élaboration d'un curriculum pour les crèches de ce département-là. J'ai dit, OK, ma condition que ce soit participatif, sinon je ne veux pas. Voilà, parce qu'on me demandait comme expert que je le rédigeais avec eux. Je dis non, que nenni, donc ça a pris 3 ans, cette histoire-là. Et sur la rubrique participation des parents, on s'est rendu compte que les crèches se sont réunies entre elles, et puis me remonter les comptes rendus, les comptes rendus faits par l'une d'entre elles. Et sur la participation des parents, c'était toujours extrêmement négatif. Et combien 5 minutes, je vois. 5 minutes, c'est ça? Extrêmement négatif, et du coup, les parents, ou ils venaient trop, ils envahissaient, ou ils venaient jamais assez, rien n'allait. Donc j'ai demandé à ce que ça retranscrit tout ce qui était dit, et effectivement, il y avait des perles qui n'étaient même pas entendues, c'est-à-dire les projections qu'on a sur les parents faites. Voilà. Et là, donc, avec ces personnes qu'on a pu repérer qui faisaient des choses, c'était comme par hasard, des expériences avec des artistes. Donc là aussi, que ce soit pareil, et en particulier avec les parents migrants, que ce soit des musiciennes qui fassent, dans une crèche, la collecte des comptines, etc., en début d'année, au moment de l'adaptation des tout-petits, et que ces comptines dans les différentes langues seront diffusées, etc., que le petit bébé de 6 mois reconnaît le djembé de son père par rapport au djembé de quelqu'un d'autre, etc., donc ça fait sens. Et puis ou une autre avec l'association du Lala, où il s'agit de faire des boîtes à histoire dans différentes langues, avec les familles là aussi, donc non pas pour les familles, mais le paradigme du avec, c'est tous protagonistes, vous l'aurez compris. Et là, c'est documenté non pas par la recherche, mais par les professionnels elles-mêmes. Obstacles et défis, et je termine, montrer qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, Paris, ça a commencé pendant qu'on faisait la recherche que j'ai évoquée tout à l'heure avec les enfants migrants. À un moment donné, nous, à Paris, on rentre jusqu'à 9h, on pouvait, entre 8h30 et 9h, on pouvait rentrer dans les écoles maternelles, les enfants jouaient, et puis les parents pouvaient discuter avec les enseignants ou la personnel, les assistantes. À un moment donné, il fallait travailler. Le président de la République a dit qu'il faut travailler. Le temps avec les parents, ce n'était pas du travail. Donc, on a réduit ce temps, et c'est toujours le cas aujourd'hui. 8h20, on rentre, ce n'est pas surligné, mais c'est juste en dessous. À 8h30, terminé, et les enfants qui sont dehors, les parents ne peuvent plus rentrer, c'est la concierge qui va la porter, etc. C'est toujours... Et vous voyez, ce qu'on voit écrit sur les portes, c'est surligné, en gros, en rouge, et même, on peut voir des choses assez bizarres, comme pour des raisons de sécurité, il y en a qui rajoutent, pour des raisons de sécurité, les parents ne peuvent pas s'attarder dans la cour de l'école, veuillez laisser les poussettes devant la porte de l'école. On a compris. Et c'est dans le 6e arrondissement de Paris, donc il n'y a pas de collusion de poussettes, enfin bon, bref. D'accord. Une autre, ah oui, ça aussi, important, alors, je ne sais pas si vous avez à lire, les enfants doivent être présents à 8h30, les apprentissages commencent dès ce moment. C'était en 2011-2010, avant même la scolarité obligatoire, depuis 2 ans, qu'a décidé M. Macron, scolarité obligatoire à 3 ans. Donc, pour vous dire que derrière ces traditions d'exclusion des parents, en France c'est le cas depuis toujours, puisqu'il ne fallait pas à cause de la religion qu'ils soient dedans, en plus avec Vigipirate, etc., on imagine qu'encore plus, et là, normalement j'aurais dû avoir la réponse hier, mais je n'ai pas pu aller dans l'école, je vois ça date le mois dernier, à compter du lundi 16 septembre, les élèves de petite section, donc les 3 ans, les tout petits, entreront dans l'école sans être accompagnés par un parent. On est le 12 septembre. Dur, à Pistoia, c'est jusqu'à Toussaint que les parents peuvent... l'entrée se fait à l'école maternelle. Et pourtant, ces écoles françaises, parties à Pistoia pendant une semaine, crèche, école maternelle, centre de loisirs ensemble, 3 groupes, voilà ce qu'on peut voir après. Par exemple, aménagement des halls, où normalement les parents ne peuvent pas rester, puisqu'ils n'ont que 10 minutes pour accompagner et repartir, donc on ne peut rien faire. Ils font des tas de choses comme ça. Ça veut dire qu'ils restent, même si le règlement dit que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas possible. Ils font des choses, c'est ce qu'on a, voilà, etc., etc. Donc, voilà, ça aussi, c'est une question aussi politique. Et
parents, c'est pas que parents, c'est les fratries aussi, parce qu'il met des choses pour les petits frères, pour les petites sœurs, etc. Donc ça veut dire, c'est une question éthique et politique, voilà. Je vais aller pour... Et là, donc, je terminerai avec Pistoia, bien sûr, qui est un peu notre phare, puisque 2 chapitres sont consacrés sur justement l'importance pour la participation parentale, qui est des opportunités, donc une affordante grande fréquence et une grande diversité. C'est pas seulement une réunion, hein, c'est plein de choses. C'est par exemple on lit un livre de Béatrice Alemagna qui s'appelle Un après-midi de rien ou une journée de rien. Voilà, au début de l'année, hein, au début. Et on prend les parents qui sont là et on les amène faire le tour du quartier. Un après-midi de rien, on fait connaissance, etc., etc. On découvre le parc et on n'amène plus le gamin, on ne le jette plus avec sa voiture, comme ça, il se passe plein de choses, etc., etc. Et après, les parents vont participer. C'est construire un objet à la crèche dès la période d'intégration pour l'enfant, pour sa salle. Et en parlant, en fabriquant ceci ou ceci, cela, mobile, on parle, on fait, et petit à petit, etc. Et ça peut aller très important, parce qu'aujourd'hui, la situation affordante, c'est au niveau de la ville et du système. Ça, je reviens là-dessus. C'est tout récent. C'était l'année dernière. On est parti du livre. Les albums jeunesse sont merveilleux pour la pédagogie. De nouveau, Béatrice Alemagna. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant, hein? C'est quoi un enfant? Et là, toutes les crèches et toutes les maternelles municipales de Pistoia ont travaillé ce sujet-là et l'ont fait de différentes manières dans les crèches, l'Aira Bambini et les écoles maternelles. Et voilà que dans cette crèche-là, c'est écrit dans ce petit musée sentimental que Martha Grassi a développé dans sa crèche, avec les parents, hein, c'est le musée sentimental des familles, eh bien, être un enfant, c'était. Et donc, elle a proposé différents ateliers, nombreux et variés, avec des cartes d'invitation extraordinaires, parce que c'est aussi la fordance, c'est ça, le carton d'invitation. Ce n'est pas un mail qu'on envoie comme ça, ou un coup de téléphone, ou juste un panneau, hein, c'est un vrai carton d'invitation avec, voilà, celui-ci, avec un poème de Sylvia, je ne sais plus comment ça s'appelle, la poétesse, excusez-moi, et les parents sont invités à apporter un objet significatif de leur enfance, et vont, en fabriquant avec du matériel de récupération, reconstituer et parler, et faire quelque chose. Ça a été fait de différentes manières dans toutes les structures. Et ce que je fais court, ça a terminé, ça a commencé en janvier dernier, et ça a terminé au mois de mai par une gigantesque exposition dans le Palazzo municipal, dans le centre de la ville, dans une grande exposition, où justement elles ont documenté, pas tout, mais une partie de ces expériences faites dans les familles. Et là, vous voyez, par exemple, des papas, beaucoup de papas dans une Aira Bambini, qui eux aussi ont été mis à contribution, et même des adultes sans enfants, pour parler de qu'est-ce que c'est qu'être un enfant. Ça va très loin. Et ces parents-là, par exemple, dans cet élément de cette exposition qui a eu lieu ici en bas, vous voyez, dans ce grand palazzo, on fabriquait des tas de choses qui disent l'enfance. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ont mêlé ça, et ça, c'est pour ça que je fais la transition avec Marianne, la voix des enfants. C'est-à-dire que, par exemple, dans une école maternelle, il y a eu tout un travail fait avec des enfants de 5 ans qui allaient passer à l'école primaire, et on leur a demandé non pas l'avenir, mais qu'est-ce que c'était un enfant quand il était petit. Ils ont documenté ça de manière extraordinaire, et surtout, une enseignante a aménagé une cabine de télévision, et ils ont joué à faire le présentateur et l'interviewé, et ils ont dit des choses extraordinaires pour dire qu'est-ce que c'est, avec des métaphores incroyables. Ça a été enregistré, et dans ce palazzo municipal qui fait des kilomètres de haut, ces voix tournantes pendant 2 mois, tout ça parents, enfants qui disent qu'est-ce que c'est qu'un enfant aujourd'hui, à partir des souvenirs de leur enfance passée, pour l'enfance de demain. Tous les élus qui montent, tous les visiteurs qui montent, tous les citoyens qui montent, voilà le protagonisme tel qu'on peut l'imaginer, que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Tout ce que j'ai dit, tout se retrouve dans ces références-là qui sont à disposition, bien évidemment. Je vous remercie.
Alors, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir poursuivre les réflexions autour de la participation après les interventions de Florence qui a parlé des professionnels et de Sylvie Reyna qui a parlé des parents. Et moi, je vais me centrer sur la notion de la participation des enfants. Alors, mon intervention, je vais me baser sur des expériences clés de mon parcours personnel pour donner la voix aux enfants que j'ai rencontrés. Alors, lors de mon expérience professionnelle comme éducatrice de l'enfance, pendant mon travail de thèse ou aussi lors des travaux de recherche que j'ai pu mener. Et ce que je veux faire à travers ça, c'est de vous parler de la participation des enfants, qui est aussi un enjeu politique pour la recherche et la formation des adultes, et puis pour la société en général. Alors, mon expérience avec Maëlle, je l'ai connue quand je travaillais comme éducatrice de l'enfance et responsable d'une structure d'accueil en ville de Genève. Elle était âgée de 3 ans et demi, une petite fille vive, enthousiaste, sociable, magnifique. Et puis, elle avait une très forte complicité avec sa maman, avec laquelle elle vivait seule et adorait venir à la crèche. À un moment donné, Nélia, l'éducatrice qui était référente du suivi de Maëlle, trouvait qu'elle était moins joyeuse que d'habitude. Elle a essayé d'en parler avec sa maman, mais celle-ci était pressée, elle n'avait pas le temps pour approfondir la discussion. Alors un matin tôt, juste après son arrivée, Maëlle était assise à côté de Nélia, elle était en train de dessiner, silencieuse, très concentrée. Alors Nélia lui demande si elle est fatiguée. Maëlle ne répond pas, baisse la tête, hésite. Et ça prend un petit moment jusqu'à ce qu'elle dise qu'elle est encore fatiguée parce qu'elle a peur de dormir à la cave. Alors Nélia vient m'en parler. La parole de l'enfant est mise en circulation. Moi, j'en parle à la maman le soir et je lui demande justement, je lui raconte ce que Maëlle nous a dit, puis je lui demande ce qui se passe. Alors la maman de Maëlle me raconte, elle avait un travail à durée limitée dans une organisation internationale à Genève qui, pour des raisons budgétaires, a résilié son contrat de travail dans un délai très bref. Avec ça, elle a perdu son permis de travail, mais aussi le droit de loger dans l'appartement qui lui avait été mis à disposition. Alors, comme elle venait d'Afrique centrale, elle n'avait plus non plus son permis de séjour. Et puis, dans un délai de quelques jours, elle a perdu tout ce qui lui a permis de vivre à Genève. Alors, avec Maëlle, elle a pu loger chez des connaissances pendant un moment, jusqu'à ce que celles-ci lui ont demandé de partir. Et sans savoir où aller loger, elle est allée dans un immeuble, dans la cave d'un immeuble, et puis elles ont dormi là. Alors, j'ai trouvé l'adresse d'un foyer d'urgence qui a accueilli Maëlle et sa maman le soir même. Maëlle, elle était vraiment heureuse. Nous avons pu convaincre la ville de Genève d'accorder la gratuité de la structure d'accueil pendant un moment, ce qui a permis à la maman de Maëlle de faire les démarches nécessaires. Alors le chemin était long, mais Maëlle et sa mère ont pu trouver de l'aide. La maman, elle a pu retrouver un logement, un permis de travail, et puis les choses ont à nouveau pris leur cours. Quand Maëlle est partie à l'école, la maman, elle m'a donné ce petit tableau, un cadeau qu'elle a fait venir de son pays. Alors, plein de petites maisons où trouver pour se loger. Pourquoi je vous raconte cette histoire de Maëlle? Qu'est-ce que je veux montrer à travers là? La participation des enfants ne se joue pas dans les rencontres au quotidien et ça ne concerne pas seulement ce qu'ils veulent manger ou quel jeu ils préfèrent. Les enfants, ils ont leur mot à dire sur les problèmes de ce monde et la participation des enfants se construit par les interventions de multiples acteurs. Il s'agit d'entendre la parole de Maëlle, sa peur, pour ensuite en faire quelque chose. Ce récit montre que l'enfant générique n'existe pas. Les enjeux sociaux concernent les enfants au même titre que l'ensemble de la société et les enfants ne sont pas uniquement des citoyens futurs, mais ils sont des acteurs impliqués dans le présent et qu'il s'agit de les entendre. Alors,
comment justement fait-on ce travail d'écouter les enfants? Dans le travail de thèse que j'ai mené, je me suis intéressée à comment il est possible de tenir compte des enfants, d'entendre leur voix dans la banalité du quotidien et comment font les éducatrices pour observer les enfants, de s'ajuster à eux, à y construire les opportunités pour la participation. Alors, je vais vous montrer un film très bref que j'avais recueilli il y a des années en arrière dans mon travail de thèse pour vous montrer justement cette fin d'une situation éducative avec un groupe de bébés. Les deux professionnels discutent qu'elles vont bientôt commencer à ranger. Et c'est la stagiaire avec le pull beige qui va intervenir auprès de la petite fille qui est debout à la barrière en train de se tenir, qui va se tourner et puis s'adresser à elle. Alors, c'est un film très court, 30 secondes. Ce qui s'y passe, c'est vraiment du banal et ça me permet de montrer aussi un bout de cette perspective interactionnelle qui m'a accompagnée pendant ces dernières années de mon travail de recherche. Alors peut-être regardez surtout l'enfant qui est debout et les gestes, les mouvements qu'elle fait en collaboration avec la stagiaire. Je peux t'aider? Ouais, voilà. Ouais, je pense qu'elle arrive, plus ou moins. Ouais, je suis pas totalement à l'aise. Alors, quand l'enfant se tourne et puis fait un bruitage, la stagiaire, elle montre comme ça, avec ce geste, son manque de compréhension de qu'est-ce qu'elle est en train de dire. Et l'éducatrice, elle a une hypothèse, c'est qu'elle chercherait une aide pour s'asseoir, mais parler peut-être, j'ai un doute, j'arrive pas à me rappeler. Elle montre aussi qu'elle n'est pas sûre. Et avec ça, ça met en place tout un processus d'enquête pour voir de qu'est-ce qui est en train de se passer. Alors la stagiaire s'avance et demande « Est-ce que si je pose ma main, tu la prends ?» Elle essaie de prendre la main de l'enfant qui la retire. Et là, il y a un moment, un petit laps de temps où la stagiaire, elle observe l'enfant, elle observe ce qui se passe. Et l'enfant, à ce moment-là, s'abaisse et montre ce qu'elle cherche à faire. Et puis, la stagiaire va mettre ses mains dans le dos de l'enfant et les deux, ensemble, de façon conjointe, vont faire ce mouvement pour que la petite arrive à s'asseoir. Alors, cet exemple montre justement qu'il s'agit, pour le rendre possible, d'aménager une disponibilité pour voir les petits détails qui s'inscrivent dans le quotidien, dans les interactions avec les jeunes enfants. Il faut également prendre le risque pour donner une réponse qui est toujours incertaine, on peut se tromper à chaque instant. Et puis, à cause de ça, il faut toujours continuer, pendant qu'on est en train de répondre à un enfant, de maintenir le caractère hypothétique de ce qu'on est en train de faire, de continuer à observer, continuer à s'ajuster pour justement voir si ce qu'on propose convient à un enfant ou non. Alors, pour le faire, c'est vraiment en interaction. La participation des enfants, ça se construit dans les interactions, à travers toutes les ressources interactionnelles qu'on mobilise. Et les enfants sont des interactants beaucoup avant qu'ils arrivent à recourir au langage verbal. Les interactions et avec ça aussi la participation, ça se construit collectivement dans des liens de réciprocité et d'interdépendance. C'est à travers tous ces petits phénomènes qu'on arrive à entendre les enfants dans les moments de la vie quotidienne. Alors maintenant, comment on peut justement dans la recherche essayer d'entendre les enfants ? J'ai voulu faire une démarche de recherche, un projet pilote, pour voir quel était le point de vue des enfants sur les arrivées et départs en crèche, sur ces moments où les parents venaient les amener, venaient les rechercher, et leur relation avec les parents et les professionnels à ce moment-là.
Alors, j'ai fait un entretien avec Maya, 4 ans, accompagnée par l'éducatrice qu'elle connaissait bien dans la structure d'accueil. Et je lui ai montré 4 moments d'extraits de films sur des arrivées, 4 extraits de films sur des départs où c'est vraiment elle qui était là, avec ses parents, avec les professionnels qui étaient présents. À la fin de ce moment de regarder les films, on a discuté ensemble et puis moi je lui ai posé la question justement qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand il y a les parents, les papas, les mamans qui arrivent et qui viennent chercher qu'est-ce que font les éducateurs, les éducatrices. Alors la petite, elle me répond, ils font un retour et c'est avec un classeur et dans ce classeur il y a des journées et dans les journées il y a ce qu'on a fait. Et on voit ici que l'enfant arrive tout à fait à identifier les différents ingrédients de ce moment de départ et utiliser les termes qu'utilisent les professionnels pour parler de ces départs comme justement les retours ou le classeur et tout ça. Quand je lui demande « Et toi, alors, à ces moments-là, tu fais quoi, toi, alors ?» Elle dit « Moi, je fais des bêtises. » Et puis, elles disent que j'ai fait des bêtises, que des fois je tape ou je pousse. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que l'éducatrice qui était présente, à qui je l'avais demandé de ne pas intervenir, de valider les points de vue de l'enfant, de lui sourire, de hocher la tête, et puis d'essayer vraiment de la laisser parler pour qu'on puisse voir de qu'est-ce qu'elle disait. Dès que l'enfant, elle a parlé des bêtises, elle dit... on ne va pas bien, elle dit pas que. Et puis, alors là, justement, quand l'enfant continue à parler, qu'elle tape, qu'elle pousse, elle dit « mais non ». Et vraiment, il y a quelque part où elle contredit l'enfant de façon très forte. Et puis, elle dit « alors, qu'est-ce qu'il y a dans le classeur ?» Alors, l'enfant s'agite, elle répond pas tout de suite. Et puis, sur une autre question encore, elle dit « dans le classeur, elle a bien fait, elle a bien joué ». Alors on voit ici que l'éducatrice n'a pas pu se retenir pour intervenir et contredire ce que l'enfant avait dit à ce moment-là. Un tout petit peu plus loin, dans le même entretien, je demande à l'enfant, alors toi justement, est-ce que tu viens écouter parfois ? La petite, elle répond jamais. Et puis là aussi, l'éducatrice dit jamais, comment tu sais alors ce qui se passe ? Et puis elle dit jamais, 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 qu'elle ne vient écouter. Et puis par contre, elle sait ce qui se passe parce qu'elle a déjà vu. Alors à partir de cet entretien, je suis vraiment allée étudier en détail les départs qui concernent Maya et j'ai essayé de voir qu'est-ce qui se passe effectivement dans ces moments-là. Et c'est vrai que l'éducatrice, quand elle fait le retour au père de Maya, elle a dit, elle a super bien joué, elle joue très très bien ensemble. Mais elle dit aussi que les deux, elle et sa copine Tonia, ces deux forts caractères, et elles ont déménagé toute la dinette. Pour finir, que la journée s'est très bien passée. Et on voit que dans ces moments de retour, c'est des moments très évaluatifs où il y a des retours sur les enfants et les évaluations positives qui se répètent sont assez standardisées. Il y a quelque chose de routinisé, alors sur le bien joué, que la journée s'est bien passée et que les bêtises ou disons les informations un peu plus, des évaluations plus négatives sont soit précédées et sont suivies par des évaluations plus positives. Ce qui fait que dans ces moments-là, oui, les éducatrices parlent aussi des bêtises des enfants, mais pas que. Et on voit à travers ça vraiment la complexité de ces moments. Alors, j'ai aussi été voir sur les différentes situations que Maya justement a pu visionner. Est-ce que Maya, elle vient écouter ? Comme elle a dit que jamais, jamais, est-ce qu'elle vient ou pas ? Alors effectivement, elle n'est jamais venue écouter dans les films qu'on a eus. Alors où elle se trouve trop loin à jouer et puis elle ne peut pas du tout entendre ce qui se dit, ou alors elle se met à courir et à crier à travers la salle et puis elle s'empêche elle-même de pouvoir entendre ce qui se dit, ou dans la troisième situation, elle court avec sa copine pour aller aux toilettes, elle n'entend absolument rien du retour.
Alors, on voit à travers ça justement une démarche de recherche. Il y a beaucoup de démarches de recherche qui ont été faites avec les enfants. Et puis, alors, les conditions nécessaires pour justement on puisse entendre ce que les enfants ont à dire, c'est que, alors, il faut créer des lieux, des moments propices pour la prise des paroles. Ça demande du temps, de l'espace. Il faut rendre l'information compréhensible pour et avec les enfants. Et il faut co-construire des moyens d'expression qui sont variés. Alors, Sylvie Reynaud a aussi donné des exemples pour les parents. Je pense que pour les enfants aussi, tout ce qui est art, des choses visuelles et tout peuvent leur permettre de s'exprimer. Et puis après, évidemment, il faut écouter et en faire quelque chose. Ce qui donne, à travers ça, si on veut vraiment travailler de façon participative avec les enfants, un caractère expérimental aux recherches, quelque chose de forcément addictif, c'est qu'il est aussi difficile des fois de justifier ce qu'on veut faire parce qu'on ne le sait pas encore quand on commence une recherche. Pour favoriser les conditions d'une expression la plus libre et authentique possible, avec toute création de méthodes de recherche qui donnent la place à justement du théâtre, à des photos, à des dessins, à des visites sur le lieu, ensemble avec les enfants, avec des fois des approches mosaïques qui combinent toutes ces différentes façons de faire. Et ce que ça montre justement, c'est que c'est pas facile de faire des recherches avec les enfants parce qu'une observation participante, vivre la vie des enfants n'est pas simple parce qu'il y a vraiment des asymétries qui sont quelque part inévitables entre adultes et enfants. Et pour pouvoir mener des recherches avec les enfants, il faut quelque part aménager des recherches qui visent à transformer ce qui existe par ailleurs, ces asymétries, pour essayer d'équilibrer une prise de parole qui sinon est pas toujours facile. Et ça demande quelque part d'innover, de créer des nouvelles postures de recherche, et les enfants ont encore manifestement encore beaucoup à nous apprendre quant à la manière de faire de la recherche avec eux, avec aussi évidemment d'autres publics, et je pense que les démarches qui sont menées permettraient de vraiment enrichir les réflexions autour des démarches participatives. Alors, qu'est-ce que ça dit au sein de la société en général, la participation des enfants? C'est des enjeux qui sont pas toujours pensés, et les enfants sont encore rarement considérés, entendus dans les prises de décision les concernant. Alors oui, il y a des personnes engagées qui favorisent la participation des enfants, mais c'est pas quelque chose de généralisé. La notion de childisme permet d'éclairer peut-être un tout petit peu cette réflexion. C'est une notion absolument inconnue qui a été traduite en français par infantisme. Je ne suis pas tout à fait convaincue de ces traductions-là. Et les auteurs qui l'ont utilisé dans leurs travaux de recherche ne sont pas d'accord sur ce que ça veut dire. Il y a des auteurs qui l'utilisent pour parler de la discrimination des enfants avec l'analogie d'un terme comme le racisme, et il inclut toutes les réflexions autour de la maltraitance et la violence envers des enfants. D'autres auteurs utilisent ce terme pour parler de la lutte contre la discrimination des enfants en analogie avec des termes comme par exemple le féminisme, et puis sont tout à fait dans une autre perspective. Alors, la discrimination des enfants, c'est quelque chose qui est peu pensé comme ça, et pourtant, si on va regarder sur Internet, on trouve tout à fait des publicités pour des hôtels sans enfants, des hôtels que pour adultes ou des no-kids. Il y a des restaurants qui disent que les enfants ne sont pas acceptés. Et il y a plein de lieux que la prise en considération des enfants manque cruellement. Alors, il y a des prestations où c'est affiché haut et fort qu'ici, il y a un accueil chaleureux pour les familles ou que c'est kid-friendly, parce que ça ne va pas de soi. Et cette discrimination des enfants est quelque chose que justement on ne réfléchit très peu, parce que est-ce qu'on pourrait s'imaginer un no-kid ou quelque chose d'équivalent pour d'autres populations discriminées, pour des personnes de couleur, des personnes en situation de handicap, des personnes en vulnérabilité sociale? On voit bien que là, il y a encore quelque chose qu'il s'agirait de réfléchir dans nos sociétés.
Alors, il y a des personnes qui s'engagent. Il y a très récemment, ici à l'université, il y a eu une conférence sur justement les enfants citoyens et puis le droit de vote à partir de 16 ans. Mais il ne suffit pas seulement d'octroyer des droits aux enfants, mais il faut, et là je reviens à ce que tant Sylvie que Florence ont déjà abordé, à cette idée de système participatif. Pour que les enfants puissent participer à notre société, c'est nous qu'on va aussi changer. Alors, il faut la participation des enfants, de leurs parents, des équipes, dans leur contexte proche, mais aussi de l'ensemble de tous les adultes dans notre société pour que les enfants puissent être entendus. Alors, il s'agit de tenir compte du point de vue des enfants et des jeunes sur leur monde, qui est aussi notre monde, de construire des méthodes et des démarches de recherche et de formation qui sont innovantes et créatives, qui peuvent favoriser la participation de chacun et de chacune. Et il me semble que là, justement, la formation des adultes serait un levier pour travailler avec les professionnels, avec les acteurs et actrices engagés dans le champ de l'éducation de l'enfant, pour essayer de voir comment on peut contribuer à renforcer la participation des enfants et puis, à travers ça, arriver à construire une société ouverte et non discriminante. Alors, je vais m'arrêter là. On a dépassé globalement tous les temps. Je voulais juste encore dire un grand merci parce que c'est vrai que toutes mes réflexions là étaient nourries par les rencontres que j'ai pu avoir avec les enfants, leurs parents, les professionnels qui les accompagnent, beaucoup de gens qui aussi se trouvent dans cette salle-là, les personnes que j'ai pu côtoyer dans la formation et dans la recherche et pour la participation spécifique. Un grand merci alors à Isabelle Dupuy et à Stéphanie Garcia et puis à Cécilia Mornata. Et puis je ne peux pas clore sans dire merci à Laurent Filietta qui m'a accompagné ces dernières années et qui a justement donné une place pour revenir sur faire une place aux enjeux de la petite enfance en formation d'adultes. Et je pense que c'est quelque chose de vraiment précieux. Et puis évidemment, un grand merci à Florence et à Sylvie qui ont eu permis de partager ce moment autour de la participation. Merci beaucoup. On ne l'a pas vraiment respecté, mais ça fait partie, c'était aussi dans nos attentes. Mais je pense que c'est important qu'on prenne quand même encore un moment, une dizaine de minutes, pour faire participer le public. On est aussi sur cette thématique de la participation. C'est important, peut-être pas seulement poser des questions, on aura peut-être la difficulté d'avoir vraiment un dialogue et puis avoir des échanges de questions-réponses, mais peut-être de partager des réflexions, des réactions à partir de votre propre posture d'acteur, de votre propre position dans le système, des commentaires ou des réactions que vous souhaiteriez partager avec les conférencières du jour et puis le public. Donc n'hésitez pas à solliciter la parole pour qu'on puisse amorcer ce bout d'échange. Qui veut se lancer? Voilà, c'est bien sûr le plus éloigné, mais ça me fait de l'exercice. Merci. Bonjour à tous et merci aux intervenantes d'être présentes ce soir et pour votre présence du coup. J'ai une petite question. Je suis étudiante en sciences de l'éducation et les trois aspects de votre présentation m'ont fait appel à mes cours, on va dire, et m'ont fait poser des questions, m'ont fait faire des liens entre mes cours. Et c'était dans la première partie, donc concernant le point de vue des professionnels. À un moment donné, vous évoquiez le fait que l'encadrement pédagogique, il devait être c'était un champ multiprofessionnel et que la valorisation du discours des pédagogues devait être autant prise en compte que celle des chercheurs. Et je me demandais si ça comprenait le fait, et ça posait la question de la légitimité. Merci. En fait, c'est une vigilance à avoir. Il ne suffit pas de se dire qu'on va faire
si on travaille ensemble, et particulièrement, je pense, c'est à toutes les étapes, mais je pense qu'à un moment crucial, c'est quand on engage une analyse conjointe. Dans le cas présent, on avait des situations rapportées par des professionnels qui étaient mises sur la table et on les analyse ensemble. Il y a aussi bien des personnes qui sont professionnelles qui ont vécu la situation. Quand on faisait des groupes inter-équipes, il y avait aussi cette différence d'implication. Les professionnels qui avaient vécu la situation, des professionnels d'autres institutions qui n'avaient pas vécu la situation, et puis il y a les chercheurs. Et là, c'est une vigilance à avoir pour être bien dans une co-construction équilibrée, avec une forme de réciprocité. Et je reprends ce que tu as dit, en ayant conscience que même si on ne le veut pas, il y a une forme d'asymétrie possible. Et quand le chercheur dit quelque chose, très souvent, même si ce n'est pas la volonté du chercheur, sa parole risque de prendre plus de poids que la parole du professionnel. Et donc, quand on est dans des démarches participatives, c'est une réflexion à avoir tout du long, de voir quelles conditions on va mettre en place, à quel moment, comment on va parler, pour qu'on soit dans quelque chose où on est vraiment dans une construction collective, où il n'y en a pas un qui prend l'ascendant sur l'autre. Et la démarche n'est pas simple, hein, et notamment quand je vois le processus, hein, on avait vraiment un voyage à travers la situation. D'abord une discussion, une explicitation en équipe, puis ces discussions inter-équipe avec les chercheurs. Puis quand on a un moment, parce qu'en tant que chercheur, c'est confortable, on a quand même du temps reconnu. Les professionnels, elles n'ont pas ce temps reconnu, particulièrement en Belgique. On n'en a aucun. Et donc, il y a vraiment cette difficulté quand, notamment, les chercheurs, après, reprennent. On a des points de débat, par exemple. Et je vous dis, on a travaillé 21 situations. Elles vont sortir. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, l'outil va sortir et il sera accessible gratuitement. Particulièrement, on avait des points de débat. À chaque fois, pour les 21, entre la manière dont on lisait, aussi bien les professionnels que les chercheurs, la situation au temps zéro, enfin au temps quand elle était amenée, et puis dans le processus, on ne voyait jamais les mêmes choses, les choses évoluaient. Il y avait tout le temps des recadrages. Et puis, en fonction des points de débat, on prenait le temps quand même en tant que chercheur d'aller rechercher dans la littérature des choses pour essayer de comprendre, et puis de le ramener, de le remettre encore en discussion. C'est un processus de restitution vraiment tout du long. Et là, de nouveau, il ne faudrait pas que parce qu'on ramène de la littérature, de nouveau, ça dévalorise le travail. Par contre, dans la manière de l'amener, ça peut être vraiment une source de valorisation et de se rendre compte vraiment que professionnels et chercheurs ensemble, on peut co-construire des savoirs qui sont pluriels. Et il ne faudrait pas non plus, sous prétexte de la participation, mettre de côté les savoirs scientifiques qui sont là aussi. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui se travaille. Et alors, bon, je crois que je ne sais plus quand je suis tombée avec mon malaise, mais quelque chose de vraiment important, c'est le temps aussi de communication. Très souvent, quelque part, à un moment donné, le chercheur reprend son compte, il va dans des colloques scientifiques, etc. Si on veut être cohérent, il faut pouvoir aussi réfléchir pour que, même à ce moment-là, on travaille de pair et qu'il y ait des places et des lieux, mais ça suppose d'avoir vraiment toute une réflexion parce que tous les espaces ne rendent pas ça possible. Et de plus en plus, dans mes démarches de recherche, je cherche, et on a travaillé sur les voyages d'études, notamment avec Sylvie Reyna, à trouver des lieux, à faire voyager les professionnels et pas que les chercheurs, et que la communication soit aussi intégrée dedans. Et de nouveau, communiquer dans ces lieux-là, c'est une manière, dans la problématisation, d'enrichir encore. Donc ça n'arrête pas. Mais c'est vraiment une vigilance à avoir dans tous les détails, et j'insiste, j'ai peut-être pas pu le dire, je ne sais plus finalement ce que j'ai dit ou pas, mais en termes de conditions, franchement, les professionnels n'ont pas les conditions nécessaires pour cette pleine participation. Et on a une responsabilité en tant que chercheur, en tout cas, à essayer de négocier, pas pour rendre les conditions idéales, parce qu'elles ne sont pas là, même en tant que chercheur, je dois dire qu'on n'a pas des conditions idéales, mais pour rendre des possibles. Et ça suppose aussi des négociations. Par exemple, pour la recherche ici, j'avais négocié avec le commanditaire pour que les temps de participation pour la recherche soient reconnus comme des temps de formation continue, que leurs frais de déplacement soient remboursés. Ça a l'air d'être toutes des bêtises, mais c'est ça aussi qui rend les choses possibles. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Par contre, la question de la multidisciplinarité, d'ailleurs c'était une recherche où on nous demandait de faire de l'interdisciplinarité, ça ne va pas de soi non plus. On pourrait refaire un colloque rien que là-dessus,
c'est aussi un leitmotiv. On est censé de plus en plus dans la recherche de faire de l'interdisciplinarité. Je tiens à vous dire que ce n'est pas ça. Donc là aussi, c'est un travail. Merci pour la question. Merci encore infiniment à Sylvie Reyna, à Florence Pirard, à Marianne Zogmal pour leur présentation. Et donc, je vous invite à nous rejoindre pour l'apéritif qui va suivre. Je vous souhaite une très très bonne soirée à toutes et tous.